Toute l'histoire du coronavirus, c'était purement une histoire capitaliste, ça n'avait rien à voir avec la science, tout, c'était juste une question d'argent, 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 d'argent. Je peux ajouter, il faut toujours voir les liens entre les choses. L'Europe, là, ces corrompus comme Ursula von der Leyen ont rapidement effacé leurs services de messages courts et leurs emails. Mais ces emails n'ont pas que des expéditeurs, ils ont aussi des destinataires, comme le groupe Pfizer. Tu n'y crois pas vraiment? À Washington, il y a un Kennedy, puis un Trump. Tous ceux qui envoient des services de messages courts sont vulnérables au chantage car ils les ont tous. C'est pour ça que von der Leyen est là et se soumet à Trump. Ils se soumettent tous à Trump maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a évidemment toutes ces informations et il les utilise pour faire du chantage, je dois dire, qu'il les fait chanter. Super, mais nous ne vivons pas encore au paradis. Ce qui se passe en ce moment, c'est de la réelle politique. Et je dois savoir toute cette histoire de climat qui s'est complètement dissipée cet été. Nous devions pourtant brûler cet été. La grande sécheresse devait arriver, les récoltes devaient échouer et finalement, ça allait. Nous avons eu l'été le plus frais de tous les temps, nous avons eu un été humide, nous avons eu les meilleures récoltes depuis des décennies cette année, c'est-à-dire tout s'est effondré. Non, l'idéologie est maintenue de façon désespérée parce que des entreprises entières, des groupes, mais aussi des pays en vivent. On se fait vraiment avoir ici. Nous croyons que nous sauvons le monde, que ce soit en ce qui concerne la guerre et la paix, le coronavirus ou le climat. En réalité, le peuple idiot soutient des entreprises qui détiennent le véritable pouvoir. Là, évidemment, je deviens un homme de gauche, mais les gens de gauche ne le sont même plus, car ils se laissent instrumentaliser et admirent l'industrie de l'armement. Moi seul ai des informations, d'autres pourraient aussi les avoir, mais ils ne veulent pas les avoir. Le groupe Volkswagen a organisé il y a 3 semaines un événement avec tous les principaux concessionnaires, les grands concessionnaires Volkswagen à Francfort-sur-le-Main. Le téléphone portable était interdit, prendre des notes était interdit, c'était secret, et j'ai eu l'information de 3 sources indépendamment les unes des autres. Là, un professeur se lève et dit « Nous devons tenir bon maintenant. Cette année est vraiment catastrophique. Nous ne vendons plus de voitures, plus rien du tout. L'année prochaine, la conjoncture va exploser. Car nous passons à une économie de guerre, à l'industrie de l'armement. Cela signifie aussi pour ceux qui nous écoutent maintenant. Là, je peux vous dire, maintenant, soyez vraiment effrayés. C'est la réalité. L'Allemagne passe à l'industrie de guerre, à l'industrie des armes, et pas seulement Rheinmetall, Volkswagen, toutes sortes d'entreprises participent maintenant à l'industrie de l'armement. En même temps, on veut rendre les enfants aptes à la guerre. Le service militaire obligatoire est rétabli. Fait intéressant par tirage au sort, je veux dire, il faut voir à quel point c'est insensé. Cela veut dire que vous serez tous inscrits, ceux d'entre vous qui sont aptes au service, puis il y aura un tirage au sort. Qui aura le droit d'aller au front et de dire la vérité? Tout cela est de la folie, et derrière, il y a des intérêts économiques. Allemagne? Et pour moi, c'est ça le pire de tout. C'est pourquoi nous avons besoin maintenant d'un changement, d'abattre le mur de séparation et enfin d'une politique qui dit « Nous voulons avoir une industrie pharmaceutique ici et ne pas dépendre de la Chine. Nous voulons avoir de l'agriculture, nous voulons à nouveau faire des inventions et ainsi de suite. Et s'il vous plaît, arrêtons tout ce cirque autour des armes. Nous ne voulons pas devenir un pays qui devient l'arsenal du monde. Nous ne voulons pas que nos constructeurs automobiles fabriquent des chars, mais c'est ce qui menace. C'est ce qui menace. En ce moment même, alors que nous sommes assis ensemble, le sort en est déjà jeté. C'est pourquoi je ne peux que dire Alléluia. Si l'alternative für Deutschland, et je le dis franchement, monte et monte dans les sondages. Parce que cela provoque la panique chez les autres, et les autres partis sont alors en pleine agitation.
Ils se rendent bien compte de ce qui arrive maintenant et la diabolisation ne fonctionne plus. Personne ne croit que ce sont des nazis, personne ne croit que ce sont des gens qui agissent pour leur propre intérêt, plus personne ne croit à la manipulation. Le jugement de principe contre ARD et Schweiz-Deutsche Fernsehen sur les redevances obligatoires est désormais à Leipzig. Tout s'effrite partout maintenant, et ils se rendent compte que le pouvoir s'en va. Tu vois, l'Alternative für Deutschland est aussi pro-OTAN. Un ami politicien, Rainer Rothfuss, voulait se rendre en Russie, comme je l'ai lu dans le Tagesschau, mais il n'y va finalement pas. Comme je l'ai dit, je connais aussi Kupala, un intermédiaire honnête. C'est pareil dans tous les partis, comme chez les Verts avant. Les gens qui, avec la conviction et la naïveté que c'est de cela qu'il s'agit, adhèrent à un parti, sont écartés ou infiltrés par des carriéristes sur le chemin vers le sommet. Ce sera aussi le cas là-bas. Et pourtant, les gens doivent encore passer ce test, ce qui est très simple en soi, parce que l'Alternative für Deutschland est la seule opposition. On ne peut pas dire qu'il aurait fallu choisir une autre opposition. Maintenant, ça n'a jamais été aussi simple. Il n'y a plus que l'Alternative für Deutschland. Des gens me demandent pourquoi je parle avec l'Alternative für Deutschland. Je réponds que je parle aussi avec la ARD. Je ne peux plus me prendre au sérieux comme ça. Non, il y a des gens pour qui je dis ce sont de bons arguments, mais le pouvoir corrompt les gens, ou alors on leur fait une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Tu peux faire chanter n'importe qui, tu as des enfants, tu peux faire chanter n'importe qui, pourquoi il a soudainement ça? Eh bien, ont-ils du matériel compromettant? Ou alors on leur dit, on sait où habite ta fille, tout est possible? À mon avis, la politique fonctionne ainsi. Il n'existe pas qu'un seul Epstein, mais plusieurs. J'ai une photo d'eux. Chaque personne a un domaine dans lequel on peut la faire chanter par la honte et la réputation publique. C'est la vie des autres. Dire « je n'ai rien à cacher » relève simplement de la naïveté, ce qui est un droit. Heureux les pauvres d'esprit, mais je ne le suis pas assez. L'État en sait nettement plus que le citoyen, et c'est un renversement dangereux. C'est Oppenheimer, et c'est exact. Si tu communiques aussi librement que moi, on ne peut pas m'effrayer. On ne peut me neutraliser qu'avec une version, mais je menace de réincarnation, je ne le ferai pas ainsi. Et ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, un parti ne va pas nous sauver. Parce que les partis ne sont pas faits pour changer quoi que ce soit, les partis sont faits pour que les choses restent telles qu'elles sont. Tous sont infiltrés. La base, l'alliance Sarah Wagenknecht, BlackRock. Pour moi, ce sont des modules de service identiques, mais les gens veulent quand même y accéder. Et maintenant, rendez à César ce qui lui appartient. Mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que j'ai dit n'est qu'une citation, tout ça, c'est n'importe quoi. Si tu as vraiment besoin d'une entreprise, d'un parti, pour vivre ta vie à ta place, alors tu as une peur incroyable. Peur de quoi? De vivre ta propre vie. N'est-ce pas? Je suis convaincu que nous allons quitter cet asile gauchiste et écologiste pour un système très autoritaire, soi-disant pour la bonne cause, avant de retrouver la liberté. Je doute que l'Alternative für Deutschland adopte soudain de bonnes intentions ou veuille changer le monde, mais je pense qu'elle disposera de leviers de pouvoir, ou plutôt un catalyseur comme l'intelligence artificielle, Palantir, le contrôle numérique, etc., que le gouvernement précédent n'avait pas, et je pense qu'ils vont vraiment sévir de manière autoritaire. Le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les Verts et la gauche représentent aussi une idéologie, voulant rendre le monde plus juste. Et c'est pourquoi ils doivent tout répartir de manière à ce que tout le monde ait la même chose, que tout le monde pense de la même façon, afin qu'il n'y ait plus d'injustice. La nature n'est pas organisée de façon démocratique. Il faut mettre de l'ordre dans la forêt où certains mangent les autres. C'est abusif, donc il faudrait aussi abolir les animaux carnivores. Tu comprends? C'est ça la folie, croire qu'on peut rendre les gens égaux. Les gens ne sont pas égaux, mais devraient avoir les mêmes droits qui ne leur sont pas toujours accordés. Tous ont la même dignité, ce qui influence notre vision du monde. Le colonialisme, nous n'avons absolument aucun rôle là-dedans. Mais ceux qui brandissent ça tout le temps nous occupent aussi avec ça, pour qu'on ne s'occupe pas des vrais problèmes. Par exemple, nous nous battons souvent sans savoir pourquoi. Pendant le corona, Black Lives Matter a soudainement suscité un grand intérêt en Allemagne pour la vie des Noirs en Amérique. C'était leur sujet. Et je me suis dit, ils écoutent du rap depuis que les grands groupes noirs comme les Beastie Boys ou Eminem font du rap. Depuis ce temps-là, ils sont là-dedans. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ce que je veux dire, c'est « mais tout doit être pareil ». C'est cette Louise de longue distance. Il s'agit juste de vouloir être vu, de vouloir faire quelque chose où je peux sauver le monde, pour que ma vie ait un sens. Mes parents ne me voient pas, et ceux qui ne partagent pas mon idéologie sont bizarres.
L'échec du communisme et du socialisme vient de la tentative de créer un homme nouveau pour atteindre la justice parfaite. La nature nous a dotés de karmas différents et nous devons accepter que les choses soient différentes. La morale est une question de goût politique, car sans instinct, nous devons supporter certaines choses. Et quand on essaie de tout rendre égal, on cause souvent plus de dégâts. On cause plus de dégâts. Cela ne veut pas dire que la nourriture sur cette planète n'est pas organisée de manière équitable. Mais ce manque est en fait organisé. Et ensuite, nous nous inquiétons pour des gens quelque part en dehors de notre pays, pour qu'ils aient assez à manger. Mais les femmes dans l'ex-république démocratique allemande restent mal payées. Ces facteurs te poussent à t'occuper de ce que tu ne peux pas changer, te distrayant de ce sur quoi tu pourrais vraiment agir. C'est là le problème. Les gens de gauche et les Verts ne l'ont pas compris, trouvant dans ces organisations une mission. Lars Klingbeil en est un exemple, ayant fait une carrière fulgurante. Salle d'accouchement, amphithéâtre, salle plénière, pas d'autre expérience de vie. Maintenant, il peut enfin briller, juste par sa présence. Il ne sait rien faire d'autre, mais il le peut désormais. Il n'a aucune idée de l'argent de poche, mais maintenant il peut gérer le plus grand budget, maintenant il est important, et il regarde aussi comment se passe un journal télévisé. Et maman dit, tu es devenu quelqu'un, et ainsi de suite. Et je me demande, quel est le moteur derrière tout ça ? Ces systèmes sont des aimants pour des gens qui ne pourraient être employés nulle part ailleurs. Une Heidi Reicheneck, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Si elle était à la caisse chez Aldi, elle taperait tout le temps le mauvais groupe de produits. Il la déplacerait ailleurs. Oui, ce sont des sous-performants qui font aussi des vidéos de danse amusantes et qui sont à des années-lumière de... Ils sont loin du sérieux. Et ça se voit chez eux. Je ne suis pas adulte, mais maintenant vous devez me regarder. D'ailleurs, c'était aussi Ricarda Lang. Enfin, on ne peut plus m'ignorer. Madame von der Leyen, c'est aussi celle qui tente de parler allemand ou anglais à l'Organisation des Nations Unies à New York, peu importe ce qu'elle y fait, vous ne pouvez plus m'ignorer. Cette obsession de la faisabilité dans le groupe, où on m'encourageait, tu peux y arriver, il suffit d'y mettre tout ton cœur. Mais, et il faut que quelqu'un te le dise un jour, tu n'as absolument aucun talent, donc ce que tu fais ou crois savoir faire, tu ne sais même pas le faire. Oui, j'ai un vrai talent linguistique. Non, il ne vaut mieux pas me laisser jouer de la guitare. Pourtant, je veux quand même fonder un groupe maintenant. Il faut écouter le concert, sinon c'est du racisme. Je ne suis tout simplement pas Jimi Hendrix, mais je veux quand même le faire. Et c'est cette folie, cette obsession de la faisabilité qui, à la fin de la journée, et c'est de l'idéologie, nous donne une liberté qui est seulement là pour nous embrouiller totalement. On dit aussi cela à un enfant de 5 ans déjà exposé à la télévision pour enfants. Si tu n'es pas tout à fait sûr d'être un garçon ou une fille, question qu'il ne s'est jamais posée, alors tu peux maintenant prendre un bloqueur de puberté. On nous vend ça comme de la liberté, d'accord, et c'est malsain. Et là, on en revient à notre système. Notre véritable système est en fait un système dual. Il y a le bien et le mal. Il y a une offre, tu dois aussi pouvoir être égaré pour que tu puisses vraiment faire le bon choix. C'est une métaphore, toute la vie est une métaphore. Et c'est l'offre du mal, la confusion totale, la possibilité d'être n'importe quoi. Je vois souvent dans cette ville des gens déguisés en renards, à pied ou en voiture. Ce sont évidemment des personnes avec des troubles du comportement. Si on demande « Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là ?» on devient moins tolérant. Je me suis dit « Si c'est un renard, je deviendrai chasseur. » C'est l'idiocratie. C'est un vrai niveau de crétinisation. Pour comprendre ce qui se passe, il suffit de regarder. Idiocratie ou la vie de Brian. Je me demande, Daniel, qui écrit ce scénario ? On retrouve toujours ce cycle de peur tous les 1 ou 2 ans. Terrorisme, virus, russe, intelligence artificielle. Là, on retombe encore un peu sur l'état profond, mais il semble bien qu'il y ait quelque part des acteurs à l'extérieur qui ont intérêt à s'approprier la réalité d'une certaine manière. Alors, je pense que si on regarde maintenant les 25 premières années du XXIe siècle, ce serait le premier quart. Et le 31 décembre 2025, ce quart sera achevé, marquant la fin du premier quart de ce siècle. Et je me dis simplement qu'on doit faire un bilan trimestriel. Et si nous, en tant que contemporains éveillés, regardons bien, nous voyons que 3 grandes peurs ont submergé la population. On pourrait en compter 4 ou 5, mais je vais en prendre 3. Dès 2001, la peur des terroristes a dominé. Et cela a été produit de telle manière que, sur tous les écrans et toutes les stations de radio, on parlait sans cesse de terroristes, de musulmans, de terroristes, de musulmans, de terroristes, de musulmans, d'Al-Qaïda, d'Afghanistan, d'Oussama Ben Laden, de terroristes, de terroristes. Donc, tout fonctionne par la spirale de répétition des cadres. Les cadres sont diffusés en courtes séquences, et cela chaque jour. Les gens se lèvent, allument la radio et entendent aussitôt parler de terrorisme musulman.
Une cellule démantelée, ailleurs, une poursuite en cours. Des suspects identifiés, attentat probable d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden reste en fuite. Chaque jour, tu entends toujours ce discours et tu crois que c'est le plus grave problème mondial. Il faut absolument lutter contre le terrorisme musulman. Et c'est une propagande de la peur. Elle fonctionne pendant un certain temps, mais ensuite, elle finit par s'affaiblir. Les gens en ont vraiment entendu parler, et ensuite, c'est la peur des virus qui arrive. C'était vraiment en 2020. Attention, attention au virus, distance, masque, confinement, attention, les enfants ne doivent plus jouer, les grands-parents non plus, toutes des choses absurdes, et maintenant, s'il vous plaît, gardez vos distances. Celui qui ne respecte pas cela est réprimandé et pas accepté. Si tu penses différemment, ça ne va pas, car il faut faire ainsi. Ensuite, ça devient des réprimandes sévères, des disputes, c'est tout ça. Cela vient aussi du fait que la peur des virus a été injectée dans la société, et maintenant c'est sûrement celle des Russes. Il y a eu récemment ce gros titre, « Cela pourrait être notre dernier été en paix ». C'était un historien, donc un collègue de métier que je ne connais pas personnellement, mais je ne trouve tout simplement pas ça. Je ne trouve pas ça honnête de faire peur aux gens comme ça et de dire « Ah, c'est sûrement le dernier été, profitez-en encore, allez encore vous baigner, après les bombes vont tomber, tu vois, comme ça ». Si tu demandes qui écrit le scénario de la peur, alors je te dis, ce sont plusieurs personnes, mais tous ont en commun qu'ils ont compris. C'est un instrument de pouvoir, donc si tu peux faire peur aux gens, même si tu peux faire peur aux enfants, c'est du pouvoir, la peur c'est du pouvoir. Jusqu'à ce que celui à qui tu as insufflé la peur comprenne l'astuce et réalise. Tu essaies de me contrôler par la peur, et alors ça ne marche plus. Donc, c'est un gros effort de toujours dire « S'il vous plaît, ne révélez pas comment ça fonctionne, parce qu'après, ça ne marche plus. » Donc, quand quelqu'un regarde un texte avec un surligneur et se dit « D'accord, quelle peur est attisée ici, quelle émotion est créée ?» Il prend du recul et dit « Ici, on attise la peur des Russes », puis il cite un autre texte « Là aussi, on suscite la peur. De quoi veut-on nous effrayer? Des virus? On peut faire pareil avec des vidéos. Nous, humains, on le voit. Ce n'est pas comme si on se disait « Voilà ». La deuxième étape, c'est qu'on remarque que ces peurs alternent ici. Parfois, l'une de ces peurs prend beaucoup d'ampleur. La peur des virus était énorme, puis il y a eu l'invasion russe, et à partir du 24 février 2022, la peur des virus devait complètement disparaître et la peur des Russes devait prendre toute la place. Je veux dire, bonjour, franchement, qui ne remarque pas ça? Et cela signifie que c'est aussi mon objectif avec la conférence de cette année, où je montre vraiment cela à l'aide d'exemples concrets. Que la peur est un instrument de pouvoir, mais que nous n'avons pas à en avoir peur parce qu'une fois que nous savons comment cela fonctionne, c'est comme un lac. Tu sais, si tu ne sais pas nager et que tu te tiens au bord de l'eau et que quelqu'un te pousse dedans, alors c'est une question de vie ou de mort pour toi, tu n'as pas la technique. Si tu ne sais pas nager, qu'il fait froid et qu'il y a peut-être un courant, alors c'est fini pour toi. Mais si tu connais les mécanismes de la peur, alors tu sais nager, alors si quelqu'un te pousse dans le lac, ça t'est égal, tu nages tout simplement, tu vois? Et c'est ça mon objectif, je ne peux pas empêcher que quelqu'un utilise cette technique. La technique sera toujours utilisée parce que c'est évidemment un instrument de pouvoir, mais dès que les gens... ils sont entraînés à la reconnaître, cette peur est attisée en ce moment. Est-ce que je veux y participer ou non? D'accord. Oui, est-ce que ça me nuit si je suis le mouvement? Et ainsi de suite. Donc, ça s'effrite, ça s'effrite. Donc, plus il y a de gens qui voient clair là-dedans, plus ça devient difficile. Je trouve que le raisonnement que tu viens d'apporter est vraiment génial. J'ai lu qu'on entretient la peur, mais il faut un nouveau cycle en 2025-2026, car les 2 années avec la Russie sont finies. Oui, on entretient la peur jusqu'à l'installation de la dictature numérique. Ils ont encore besoin de 3, 4, 5 ans pour que cela puisse être mis en place techniquement. Tu y crois, toi, ou pas? Non, je ne pense pas que la dictature numérique arrive dans 3 ans, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas du tout. Moi, je ne me laisse tout simplement pas guider par une vision négative du futur. Parce que tout ce que tu crois va arriver, tu sais, si tu crois. Par exemple, tu joues au tennis, laissons de côté la dictature numérique, d'accord? Tu joues au tennis. Et tu penses, le prochain, je vais sûrement le mettre dans le filet, alors il passe au-dessus du filet.
Tu te dis, d'accord, celui-là est passé, mais j'ai sûrement eu de la chance. Le prochain, je vais sûrement le mettre dans le filet et celui d'après, je ne l'atteindrai plus. Si tu penses toujours comme ça, oui, ou bien comme footballeur, tu es en attaque et tu te dis, le prochain ballon, je vais le rater. Ou je vais tirer à côté du but. Ou alors, c'est la même attitude qu'en 2028, c'est la dictature numérique, dans le sens où, pour nos enfants, tout est déjà réglé, ils vont grandir dedans, c'est déjà fait, c'est déjà là. Non, non, je ne veux pas ça, je ne veux pas de dictature numérique. Je dis, nous avons certainement une révolution numérique. Nous ne voulons pas demander aux Chinois ce que nous ne voudrions pas qu'on nous demande. Je trouve ton point très pertinent. Il y a un an, j'ai discuté avec Maximilien Kra et je me suis toujours demandé, Gaza, l'Ukraine, c'est abstrait. Le coronavirus a profondément affecté la vie quotidienne de nombreux individus, laissant beaucoup se sentir ignorés par la politique. Et je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas un politicien dehors qui se contente de se mettre devant la caméra et de dire exactement ça. On s'est tout simplement trompé, mais nous savons tous que ce n'était pas un hasard. On dirait qu'il y avait une sorte de script là dehors, et ils le veulent. Et puis, la réponse de Maximilien Kra a été « si beau, ils ne peuvent pas l'admettre ». Au moment où ils l'admettent, tout le château de cartes s'effondre. Et puis, soudainement, le coronavirus est remis en question, ou bien l'histoire du climat est remise en question. Toutes les guerres qui se déroulent là dehors sont remises en question. Et c'est pourquoi ils continuent simplement à mentir, parce qu'ils partent du principe que les gens resteront de toute façon paralysés par encore plus de peur, et qu'ils n'en viennent même plus à remettre en question le récit précédent. Oui, il n'y a plus de temps, on est de plus en plus pressé. Nous avons nous vivons à une époque de pandémie, de multiples crises. Je l'ai aussi décrit dans Le cerveau endoctriné. Il y a le Forum économique mondial publie un rapport annuel. Tout ce qui attend l'humanité, partout où il y a des foyers de crise, et ces crises constantes qui sont si massives, qui changent la vie, de la panne de courant à la prochaine vague d'infection, en passant par l'intelligence artificielle qui vole nos emplois, jusqu'à plus d'eau. Soudainement, plus de catastrophes climatiques, puis toutes ces guerres à cause de frontières absurdes. Tout cela va tellement nous tenir en haleine qu'on n'aura jamais le temps de digérer, de réfléchir à tout ça. Même l'enquête, par exemple, objectif 2027, il faudrait un document écrit à un moment donné. En 2027, l'intelligence artificielle aura décuplé ses capacités. Et les questions auxquelles il faudra alors répondre ne seront certainement pas de savoir comment le Covid est apparu. Le monde aura déjà tellement évolué d'ici là. Ça veut dire qu'on joue simplement la montre. Ceux qui jouent à la montre, ce sont en fait les géants de la tech, qui continuent évidemment d'espérer, oui, qu'ils pourront encore maîtriser l'esprit qu'ils ont libéré de la bouteille avec l'intelligence artificielle. C'est sans doute une illusion, mais c'est un autre sujet à aborder quand Laura sera là aussi. Mais entrons-y rapidement, car je trouve que nous avons maintenant fait un très bon lien. La croissance est exponentielle, pas linéaire. Sam Altman, fondateur de ChatGPT, a récemment déclaré que ChatGPT croît de 300% par an. Cette année, c'est facteur 4,1664 et dans 5 ans, facteur 1056. Je lis aussi de l'autre côté, une étude imagerie par résonance magnétique. Notre cerveau limite sa créativité à environ 80%, car on utilise presque uniquement ChatGPT et l'intelligence artificielle. Maintenant, j'entends de ta part parler de cerveau endoctriné, Corona. Tout cela fait partie d'un agenda mondial très très vaste qui se déroule dehors. Nous sommes technologiquement à notre apogée, mais j'ai l'impression qu'il y a dehors des poules affolées, ou plutôt une société sans Dieu. Tu viens de dire qu'on nous pousse consciemment dans cette direction parce que c'est un peu dystopique et que la société doit être décimée. Donne-nous un peu d'espoir là-dessus. Alors, parle-t-on de 3 à 5 ans? Parle-t-on des 50 prochaines années? Comment doit-on imaginer cela avant que... Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment. Ils se disent « D'accord, j'aimerais presque me faire enterrer vivant ». Je lis souvent « Je ne veux plus vivre ça ». Oui, Dieu merci, je n'existerai plus dans 3 ans ou quelque chose comme ça. Mais de quel horizon temporel parle-t-on? Oui, c'est le souci de la croissance exponentielle. Ça va accélérer très vite. On parle sans cesse de l'agenda 2030, tout gravite autour de 2030. Et j'ai déjà lu des livres de Ray il y a 20 ans. Kurzweil, qui a été plusieurs fois conseiller de président, est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il a aussi été l'un des premiers à développer ces systèmes de langage. En ce qui concerne l'apprentissage des réseaux neuronaux et la capacité d'apprentissage, il est désormais l'un des principaux scientifiques.
Chez Google, il est particulièrement connu pour le transhumanisme au sens extrême, c'est-à-dire en quelque sorte la véritable conservation de notre conscience, quoi que cela puisse signifier. Donc il en rêve vraiment, et l'un de ses livres s'intitule d'ailleurs « Vivez assez longtemps pour vivre éternellement ». Oui, cela signifie que si l'on parvient à traverser cette phase exponentielle, et à la vivre, on a la chance, si l'on est multimilliardaire, de vivre réellement éternellement. Il poursuit ce rêve, et comme je l'ai dit, il conseille des présidents. C'est l'un des géants de la technologie par excellence. Google est l'un des principaux scientifiques dans ce domaine du transhumanisme extrême. En pratique, cela revient à laisser l'humain derrière. Je dirais presque posthumanisme. À l'époque, j'ai beaucoup lu sur ce sujet pour écrire un livre, mais sur quoi exactement ? Donc un roman de science-fiction qui combine ces faits avec mes connaissances en neurobiologie. Comment on peut s'imaginer cela? Comment on peut en quelque sorte conserver le cerveau dans un réseau neuronal? Et déjà à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, je pressentais que cela finirait par être véritablement du posthumanisme. Et à l'époque, j'ai même commencé le livre en citant à la première page le manifeste transhumaniste qui a été écrit par des transhumanistes, expliquant pourquoi le transhumanisme est une si grande religion, et j'ai ensuite simplement laissé une intelligence artificielle inventer une déclaration posthumaniste. Pourquoi on n'a plus besoin des humains? Et c'est aussi la fin du roman, donc très dystopique, mais c'était pensé à l'époque comme un délire, un signal d'alarme. Cependant, je n'ai jamais terminé le livre, car c'est finalement la problématique de la maladie d'Alzheimer qui m'a davantage préoccupé. Car il est encore plus important, au lieu de simplement signaler des issues dystopiques, de redonner aux gens les moyens, grâce à l'information, de protéger leur cerveau eux-mêmes, pour justement former un contrepoids à cette évolution. Et c'est aussi la réponse à la question. C'est une dystopie qui est prévue pour nous, où l'on n'a plus besoin des êtres humains. Donc selon Harari, il faudrait faire quelque chose des personnes inutiles, mais nous pouvons établir notre utilité en nous connectant les uns aux autres. Mais cela ne fonctionne que si nous nous réveillons très vite, et que nous comprenons dans quel monde nous voulons réellement vivre. Et ensuite, élire des gouvernements qui veillent à ce que cette évolution dystopique soit massivement analysée dans un manifeste, soit examinée dans un moratoire, et que des questions soient posées. Où voulons-nous aller? Est-ce vraiment judicieux de continuer à développer ces technologies? Même Musk avait alors demandé un moratoire sur l'intelligence artificielle. Était-ce juste une manœuvre pour qu'une entreprise à lui puisse avancer plus vite avec Neuralink et tout ce qu'il prévoit, mais eux? Je pense qu'il faut aussi qu'on se retrouve nous-mêmes et se dire simplement « Bon, ils n'auront pas mon esprit ». Oui, là je dois dire, ça devient vraiment, vraiment dangereux. À chaque fois que je vois des gens avec ces écouteurs dans les oreilles et qui regardent leur téléphone, il existe même des brevets de Google pour ça. Avec ça, on peut déjà pratiquement lire le cerveau. Donc, les ondes cérébrales peuvent être enregistrées de cette façon, aussi par la montre. Ces objets connectés permettent pratiquement de déterminer quelles ondes cérébrales sont actives à ce moment-là. Donc, est-ce que j'agis plutôt de façon sympathique ou parasympathique? Cela signifie que si un psychopathe voit peut-être quelqu'un se faire massacrer dans une vidéo, cela déclenche chez lui des ondes tout à fait différentes que chez une personne empathique. Cela signifie que je peux déjà dresser un profil psychologique des gens avec cela. Seulement, si je corrèle les ondes cérébrales ou les effets de mes ondes cérébrales sur le corps à travers des objets connectés en contrôlant les muscles avec ce que la personne regarde à ce moment-là, et c'est une intervention directe dans notre cerveau, et cela va arriver, et ensuite on pourra même presque punir les gens pour crimes de pensée, c'est-à-dire si je ne ressens pas ce que je suis censé ressentir lorsque je vois une certaine image. Et cela se pratique déjà en Chine. Là-bas, les conducteurs de train portent déjà ce genre de dispositif sur la tête pour qu'on puisse vérifier s'ils sont éveillés. Quelles ondes cérébrales sont actives actuellement? Est-il en alerte maximale ou presque endormi? Mais en fait, si à côté on montre une image du grand dirigeant et que les ondes cérébrales disent « je ne l'aime pas »,
Il peut bien sourire extérieurement et dire « Ah, super, j'aime mon dirigeant ». Le cerveau peut le tromper, le trahir, oui. Oui, j'ai également entendu cette thèse de Harari, mais parle-t-on de 3, 5 ou 20 ans? Tout cela se produit déjà maintenant? Tout cela se passe déjà maintenant, et tout se déroule en parallèle, et tout évolue de façon exponentielle. La mise en scène du corona, la mise en scène et la manière dont les gens ont été habitués à l'encadrement étatique, mais aussi l'épuisement qui en a résulté. Cela a engendré une large frustration. On doit continuer à travailler, on continue d'une manière ou d'une autre, on reste dans la roue du hamster, on ignore le reste. Un autre point est l'échec des écoles et de l'enseignement de l'histoire. Bien sûr, le meurtre de masse industrielle des Juifs en Allemagne est un événement unique dans l'histoire. C'est bien l'industrialisation du meurtre qui a eu lieu là. Mais nous ne devrions pas non plus oublier les 27 millions de morts soviétiques que nous avons causés avec la Seconde Guerre mondiale. Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir pour empêcher que des figures politiques comme Madame Baerbock se lèvent et disent « Je me tiens sur les épaules de mon grand-père qui a déjà fait la guerre contre les Russes » ou quelque chose comme ça. Ne me tenez pas rigueur pour une citation exacte, ce serait absurde. Le siège de Leningrad n'est toujours pas reconnu comme un crime de guerre à ce jour, mais c'en était un. Et c'est pourquoi c'est bien notre responsabilité de veiller à ce qu'un tel désastre ne se reproduise pas. C'est la responsabilité des vivants. Ici, la numérisation et le numérique jouent un rôle, car dans le monde numérique, nous vivons dans un univers d'espace de communication délimité et de censure. Dans le monde numérique, nous ne trouvons que ce que quelqu'un a mis en ligne selon ses propres réflexions et intérêts. Sinon, ce n'est tout simplement pas sur Internet, et il y a aussi des informations qui sont délibérément supprimées d'Internet. Par exemple, en 2015, le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a rencontré le chef fasciste ukrainien Tandjibok. La presse en a également parlé à l'époque. Si vous cherchez cela aujourd'hui sur Internet, vous ne trouverez rien. Donc ce qui se passe ici, c'est que la censure est intervenue entre les mains de sociétés privées, de plateformes Internet et d'organisations supranationales comme l'Union européenne, qui, avec le Digital Services Act, encouragent encore ces entreprises dans leurs efforts de censure. En effet, ils doivent lutter contre la désinformation, et c'est eux-mêmes, en accord avec les responsables politiques concernés, qui décident de ce qu'est la désinformation. Bien sûr, il faut bien comprendre que dans le monde néolibéral, les entreprises agissent sur le marché. Le marché est pratiquement une instance neutre qui offre un accès ouvert à tous ceux qui ont de l'argent pour y accéder. Dans le monde numérique, les principales entreprises du marché sont Amazon, Google, Facebook. C'est la place de marché, c'est-à-dire que le marché a glissé, il a été remis entre des mains privées. Et ainsi, ces plateformes Internet, le contrôle sur les prix du marché, sur l'accès au marché, sur les informations du marché, ils ont tout le pouvoir du marché et ils en profitent. Donc, celui qui veut vraiment comprendre la réalité ne peut pas se contenter de chercher sur Internet, il doit vraiment s'y rendre et voir par lui-même. Et là, on constatera des différences considérables. Tous ces facteurs agissent ensemble. De plus, les conditions d'emploi ont été libéralisées, c'est-à-dire précarisées. Nous vivons dans un monde de contrats à durée déterminée, de travail indépendant, de travail par projet. Les salariés dépendent du fait de céder à une pression d'adaptation accrue, sinon ils perdent leur source de revenus. Cela crée également une très forte contrainte d'harmonisation dans le spectre des opinions. Et tous ces facteurs agissent ensemble et conduisent finalement à une destruction de la démocratie.
Cela, à son tour, est alimenté par les États et les gouvernements qui financent les soi-disant organisations non gouvernementales, car elles font le sale boulot pour les États. Et là encore, dans ces organisations non gouvernementales, ce sont des personnes issues du précariat académique qui sont employées et qui racontent exactement ce pourquoi elles sont payées, sinon elles perdraient leur emploi. Ainsi, d'un côté, les porteurs de la censure sont l'élite corrompue transatlantique, et de l'autre côté, ce sont les membres du précariat académique qui cherchent simplement à obtenir une prolongation de contrat. Et ces deux groupes sociaux agissent ensemble et ont intérêt à détruire la démocratie. Ainsi, l'Union européenne s'est transformée en une despotie antidémocratique et belliciste. En vous écoutant, monsieur Barth, j'ai eu la chair de poule et peur. Je vais résumer à nouveau. Ça devient dystopique et autoritaire, nous sommes de plus en plus impuissants, dirigés par des idiots, ou alors l'Europe est un asile fermé. Alors, comment on s'en sort? Je pourrais aussi bien me tirer une balle dans la tête tout de suite. Non, au moment où les élites ont échoué sur le plan professionnel et factuel, mais qu'elles se protègent en même temps du peuple par les stratégies dont nous avons parlé, il y a aussi des forces contraires qui entrent en jeu. On sent bien que les gens en Allemagne s'appauvrissent de plus en plus. Il suffit d'aller au supermarché et d'acheter 1 litre de lait pour voir l'évolution des prix. Il est aussi clair que la situation devient plus menaçante. Et il viendra un moment où les gens devront se défendre, parce qu'il n'y aura plus d'autre choix, plus. Je me demande quand cela arrivera. C'est pourquoi les élites du cartel des partis au pouvoir essaient déjà, comme nous l'avons vu lors des récentes manifestations à Cologne, de transformer la police d'un ami et protecteur des citoyens à un instrument de terreur contre les citoyens. On peut aussi supprimer le droit de manifester, en faisant en sorte que chaque personne qui va manifester sache qu'à tout moment, elle peut simplement se faire tabasser par n'importe quel policier. C'est exactement ce qui est arrivé à Cologne. Et si la police se laisse instrumentaliser ici, alors chaque policier doit savoir qu'il existe des exemples historiques à ce sujet. Où cela mène-t-il? C'est arrivé. Les chefs de la police et officiers de l'armée doivent surtout le savoir. Eux aussi sont tenus de ne pas exécuter des ordres manifestement anticonstitutionnels et illégaux. Je veux leur rappeler cela, car nous savons ce qui se passe en Allemagne lorsque des ordres manifestement illégaux et anticonstitutionnels sont exécutés. Nous avons déjà connu tout cela, et c'est là que j'en appelle à la raison des gens, pour qu'ils réfléchissent bien jusqu'à quel point ils veulent suivre les fauteurs de guerre. Quand il est manifestement menti ex cathedra. Nous ne pouvons plus financer l'État social, l'argent n'est pas là. En même temps, Lars Klingbeil promet à Kiev des milliards que nous n'avons pas. Cela doit être clair pour tous ceux qui ne sont pas encore tombés dans la double pensée schizophrène que George Orwell décrit dans son roman. Vous venez de l'exprimer très joliment. Vous avez évoqué tout à l'heure les dossiers des services secrets de Donald Trump qu'il aime utiliser contre les hommes politiques de l'opposition. Ou est-ce aussi le cas avec des politiciens amis? Regardez les services de messages courts effacés d'Ursula von der Leyen, restés sans conséquence. Mais quelques semaines plus tard, elle se montre presque soumise devant Donald Trump. Ou regardez une Christine Lagarde, c'est-à-dire la présidente de la Banque centrale européenne, la gardienne de notre argent. Elle a été condamnée définitivement pour une affaire de corruption ou pour toutes ces histoires de contrats de masques. Nous sommes en quelque sorte gouvernés par de véritables gangsters et il n'y a aucune conséquence, c'est-à-dire aucune autorité morale là-dehors. On ne nous donne absolument aucun exemple à suivre. Je ne peux pas contredire cela.